Jihadi John, un surnom apparemment anodin qui aurait même pu être considéré comme satirique ou caricatural si ce n'était la brutalité sinistre à l'origine de ce nom. C'est un nom que beaucoup d'entre nous qui avons grandi à l'époque de la guerre mondiale contre le terrorisme se souviendront bien, ou du moins auront entendu, ressentant la peur, la colère et l'anxiété qu'il a provoqué, souvent accompagnés de reportages horribles sur des décapitations et la torture d'innocents, filmés de manière sadique et diffusés sur Internet, propageant ainsi leur réseau de terrorisme et d'intimidation à travers le monde. Les actions de Jihadi John et de la cellule de militants extrémistes islamiques et britanniques, connus sous le nom des Beatles, ont stupéfié le monde et inauguré une nouvelle ère de terrorisme née sur le sol national. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans la traque mondiale de Jihadi John. Avant de continuer, je voudrais juste m'arrêter un instant et vous rappeler que ces vidéos produites et diffusées par Daesh sont incroyablement choquantes et inhumaine. Par respect pour les victimes et leurs familles, et pour votre propre bien-être mental, nous vous demandons de ne pas essayer de regarder ces vidéos en ligne. Si vous connaissez des sites qui hébergent ces extraits, nous vous prions de bien vouloir les signaler. Prenez soin de vous. Ici Wars of the World. Né à Al-Jarrah, au Koweït, le 17 août 1988, Mohamed Jassim Abdul Karim Olian Al-Dafiri a déménagé au Royaume-Uni à l'âge de 6 ans en 1994, accompagné de sa jeune sœur Asma. Les parents de Mohamed, Jassim et Ghanéa et Moazi étaient des apatrides, fuyant la pauvreté et l'oppression au Koweït, un pays encore sous le choc de l'invasion irakienne de 1991 et de la guerre du Golfe menée ensuite par la coalition. À leur arrivée dans l'ouest de Londres, la famille a été relogée à plusieurs reprises dans des logements sociaux au cours des années suivantes pour finalement s'installer à Queen's Park, dans l'arrondissement londonien de Brent, vers 1996. Jassim a ouvert une société de taxi et la famille a accueilli 4 autres enfants. Mohamed a fréquenté une école primaire locale de l'Église d'Angleterre où il semblait bien gérer le choc culturel de la société britannique. Ses camarades de classe se souviennent de lui comme quelqu'un qui aimait la musique de S Club 7, le football et la religion. Il jouait au football tous les midis et au club de football après l'école. Le football lui a permis d'apprendre de nouveaux mots et expressions. Comme tous les gars, il voulait toujours être l'attaquant. Il n'était pas très bon à l'école, il était dans la moitié inférieure de la classe, mais c'était l'un des sportifs. Il était populaire. Mouazi aimait parler de sa foi, surtout à l'école lycéenne où il était le seul musulman de sa classe. Avant le 11 septembre, le Moyen-Orient, ses cultures et sa foi étaient d'un peu présents dans la société britannique, particulièrement en éducation. Un autre camarade de classe de l'école primaire se souvient, je cite, « Mohamed s'est levé pendant un cours d'éducation religieuse pour parler de l'islam quand il avait 8 ou 9 ans. Et il a écrit en arabe au tableau pour nous montrer à quoi cela ressemblait et comment cela se lisait dans l'autre sens. » Il nous a montré un texte religieux et a parlé de ce que signifiait sa foi. Son anglais était faible durant toute l'école primaire. Au début, il ne pouvait dire que quelques mots, comme son nom et d'où il venait. Fin de citation. Surnommé Petit Mot en raison de sa petite taille, il a ensuite étudié à l'école secondaire Quentin Kynaston dans le nord de Londres, qui était à l'époque considérée comme une académie exceptionnelle. Cependant, c'est ici que Mouazi a commencé à souffrir d'intimidation, de discrimination et d'isolement. Certains anciens camarades affirment que seulement 2 ans après avoir commencé à Quentin Kynaston, à seulement 13 ans, Mohamed a rejoint un gang, ce qui était très inhabituel pour, je cite, « un garçon douloureusement timide et nerveux qui n'aurait pas fait de mal à une mouche ». Fin de citation. Il a vite irrité ses parents musulmans en adoptant la mode des jeunes, portant jeans taille basse, casquette, sweat à capuche, puis en fumant, buvant et se montrant violent envers d'autres garçons. Cependant, d'autres élèves dressent un portrait tout à fait différent, celui d'un adolescent. Citation.
tellement douloureusement timide qu'il parlait à peine à qui que ce soit. Les filles le trouvaient bizarre et essayaient de l'éviter. Il traînait les pieds, la tête baissée et les épaules voûtées. Il n'avait aucune confiance en lui et se tenait de manière très nerveuse. Au lieu de paraître cool, il est devenu un sujet de moquerie dont tout le monde se moquait. Fin de citation. Le personnel enseignant, bien que souvent déconnecté de l'expérience des étudiants, couvrait Moissi d'éloges, se souvenant « un garçon vraiment adorable ». Un jeune homme travailleur et ambitieux qui est allé à l'université qu'il souhaitait intégrer. Je ne saurais trop insister, il ne nous a jamais vraiment inquiétés. Fin de citation. Bien qu'ils admettent qu'il ait suivi des séances de gestion de la colère pendant son séjour à Kynaston, c'est peut-être un subtil présage des horreurs qui allaient en plus tard être déchaînées. Dans des cas comme celui-ci, il s'avère souvent que la personne concernée a grandi dans un environnement violent, oppressif ou autre environnement cruel, et que c'est là que sa haine s'est formée. Cependant, tous ceux qui connaissaient Moissi et sa famille affirmaient que c'était loin de la vérité. Les amis de la famille qui se sont exprimés dans les médias parlaient d'une famille adorable qui était, je cite, absolument incroyable. Le père de Mohamed est l'un des hommes les plus bienveillants et sa mère est très gentille. À propos de Mohamed, ils ont dit, je cite, « Il était très attentionné. Il défendait rapidement ses proches s'il pensait qu'ils avaient été blessés. » Fin de citation. Comment alors le timide et apparemment attentionné petit mot en est-il venu à se radicaliser au point de commettre des actes d'une telle barbarie ? L'État islamique d'Irak et de Syrie, ou État islamique d'Irak et de Syrie, également appelé État islamique d'Irak et du Levant. L'État islamique d'Irak et du Levant, ou, par son acronyme arabe, Daesh, a émergé du contexte instable qui a suivi l'invasion de l'Irak en 2003 par la coalition dirigée par les États-Unis, ce qui a encore davantage déstabilisé un Moyen-Orient déjà turbulent. Ancré dans une interprétation salafiste djihadiste radicale de l'islam sunnite, il prônait une application littéraliste et puritaine de la charia, le djihad violent contre les non-croyants et les apostates, l'établissement d'un califat islamique mondial et mettait l'accent sur des récits apocalyptiques, en particulier la croyance en une bataille finale imminente entre l'islam et l'Occident, qu'il présentait comme inévitable, voulu par Dieu, et dont tous les fidèles avaient la responsabilité de mener. Au moment où l'intérêt croissant des Moissi pour l'extrémisme et la violence s'est manifesté, un peu moins de 10 ans plus tard, ils étaient redevenus l'un des groupes djihadistes les plus violents et les mieux organisés au monde. Retraçant ses origines à Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, fondée en 1999 par le militant jordanien Abu Mossad al-Zarqawi, l'État islamique s'est d'abord concentré sur le renversement du gouvernement local avant de prêter allégeance à Oussama Ben Laden en 2004, fusionnant pour devenir Al-Qaïda en Irak ou Al-Qaïda en Irak. Au plus fort de la guerre en Irak, l'Al-Qaïda en Irak s'est fait connaître pour ses tactiques de brutales, notamment l'utilisation d'attentats suicides et de meurtres sectaires, ces derniers visant à attiser les tensions entre musulmans sunnites et chiites. Malgré une intensification des opérations de la coalition et la mort de leur émir, al-Zarqawi, l'Al-Qaïda en Irak s'est réinventé en 2006 sous le nom d'État islamique d'Irak. L'organisation a maintenu une insurrection de faible intensité tout au long de la fin des années 2000, exploitant l'instabilité politique et la répression généralisée sous le règne du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki avant l'explosion du printemps arabe en 2010 et la guerre civile syrienne qui a suivi, ce qui leur a offert une opportunité d'expansion. En 2013, sous la direction d'Abou Bakr al-Baghdadi, un ancien universitaire titulaire d'un doctorat en études islamiques, l'État islamique d'Irak a annoncé une nouvelle fusion, cette fois avec le groupe djihadiste syrien Jabhat al-Nosra, devenant ainsi l'État islamique d'Irak et du Levant, également connu sous le nom de Daesh.
Cependant, des différends internes et des affrontements idéologiques ont poussé Daesh à se séparer complètement d'Al-Qaïda et d'Al-Nosra, poursuivant ainsi leur propre vision d'un califat islamique. Raqqa a permis à Daesh de gagner du territoire, des ressources et des recrues internationales, tandis que ses démonstrations publiques de brutalité et ses vidéos de recrutement terroriste étaient diffusées mondialement sur Internet. Alors qu'ils s'emparaient de zones clés dans le nord du pays, comme Raqqa, ils y ont établi leur contrôle administratif, tout en lançant parallèlement une résurgence en Irak, en particulier dans les régions à majorité sunnite, où les griefs contre le gouvernement irakien dominé par les chiites ne cessèrent de croître. Avant sa notoriété mondiale due aux décapitations télévisées, aux avertissements d'attaques imminentes et aux menaces de rivières de sang coulant en Occident, Daesh avait déjà commis de nombreux actes de terreur odieux. En Irak, ils ont orchestré des attentats à la bombe de masse contre des pèlerins chiites, des marchés et des bâtiments gouvernementaux, ainsi que des attaques très médiatisées comme les attentats de Bagdad en août 2009 qui ont tué plus de 150 civils et blessé environ 560 autres. En Syrie, Daesh a mené des exécutions de masse, des décapitations publiques et déplacé de force des minorités dont chrétiens et alaouites. C'est là qu'ils ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour médiatiser la violence et recruter des membres à l'étranger, marquant ainsi l'émergence d'une nouvelle ère de mondialisation dans la propagande djihadiste. Diplômé de l'Université de Westminster en 2006 avec un diplôme en système d'information et gestion des affaires, Emwazi s'est rapproché de radicaux partageant les mêmes idées dans l'ouest de Londres, le plus important étant le prédicateur extrémiste islamiste Hani Mohamed Youssef al-Sibahi, un exilé égyptien qui avait déjà exprimé son soutien aux attentats du 11 septembre. Al-Sibahi était déjà connu des services de renseignement britanniques et américains pour, je cite, avoir formé et apporté un soutien matériel à Al-Qaïda, encouragé des djihadistes britanniques à se rendre en Afghanistan, ainsi que pour avoir conspiré en vue de commettre des actes terroristes. Fin de citation. Ancien membre des Moudjahidines lors de la lutte contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan, le soi-disant Cher est arrivé au Royaume-Uni en 1994, où son idéologie venimeuse a prospéré parmi les radicaux clandestins de Londres pendant une décennie, recrutant au moins une vingtaine de jeunes hommes pour le djihad. Encouragé par Al-Sibahi, en août 2009, Emwazi s'est rendu en Tanzanie, en Afrique de l'Est, avec deux autres extrémistes, dans ce qui semble être une tentative de formation ou de rejoindre le groupe militant lié à Al-Qaïda, Al-Shabaab. Heureusement, le trio s'est vu refuser l'entrée et est retourné au Royaume-Uni, où ils ont été interrogés et, selon certaines sources, ont fait l'objet d'une tentative de recrutement par le Military Intelligence, 5, l'agence britannique de contre-espionnage et de sécurité intérieure. Après cela, Emwazi et d'autres djihadistes de l'ouest de Londres ont été surveillés par le Military Intelligence 5. Mais un mois plus tard, il est retourné dans son Koweït natal sous prétexte de s'installer, trouvant un emploi dans une entreprise informatique qu'il a félicité en disant « le meilleur employé que nous ayons jamais eu ». Il était très bon avec les gens, calme et décent. De retour au Royaume-Uni en mai 2010 pour de courtes vacances, puis en juillet pour voir sa famille, il a tenté de repartir au Koweït, apparemment pour épouser une femme koweïtienne. Selon ses amis, il a été détenu à Heathrow pour un visa prétendument expiré, mais on pense que c'était une manœuvre des services antiterroristes. Entre décembre 2010 et août 2013, il est difficile de retracer les actions d'Emwazi, bien que ceux qui le connaissaient disent qu'ils savaient qu'il était surveillé par le Military Intelligence, 5 affirmant être persécuté et harcelé par des individus sous couverture. Dans un incident, il croyait avoir vendu son ordinateur à un agent. En échangeant par email avec CAGE, Organisation de défense des droits de l'homme controversée, Mohamed a affirmé « Quand je vends sur Internet, je n'indique toujours que mon nom de famille.
Je suis allé rencontrer cette personne pour qu'elle puisse examiner l'ordinateur portable et si cela lui convenait, alors elle l'achèterait. À ma surprise, cette personne n'a même pas vérifié si l'ordinateur portable fonctionnait. Habituellement, on teste un produit acheté à un inconnu. Pourtant, en quelques secondes, je lui ai remis l'ordinateur pensant qu'il allait le tester. Et il m'a donné l'argent tout de suite. Nous nous sommes serrés la main et il a dit « Ravi de faire affaire avec toi, Mohamed. Je n'ai jamais dit à cette personne mon prénom. Je ne donne jamais mon prénom. Il lui était impossible de connaître mon prénom. » Fin de citation. Bien qu'il ne soit pas confirmé qu'il s'agisse d'une opération du Military Intelligence, 5MYZ a supplié Cage, affirmant que le harcèlement présumé était insupportable, au point d'envisager le suicide. Parfois, j'ai l'impression d'être un homme mort qui marche, non pas par peur qu'il me tue, mais plutôt par crainte qu'un jour, je prenne autant de comprimés que possible pour pouvoir dormir pour toujours. Je veux juste m'éloigner de ces gens. Fin de citation. Il est probable que le Military Intelligence 5 ait émis un ordre de contrôle contre EMVLITLAZI, un dispositif juridique créé au Royaume-Uni par la loi sur la prévention du terrorisme de 2005 permettant au ministre de l'Intérieur et au renseignement d'imposer des restrictions à des personnes soupçonnées de terrorisme, même sans preuves suffisantes pour les poursuivre. Des exemples de telles mesures comprenaient des couvre-feux courants, des ordonnances de prévention et le port de bracelets électroniques, ou des restrictions plus discrètes sur la communication, les déplacements et les voyages, ainsi que des limitations concernant l'emploi et l'association avec d'autres personnes ciblées. Pourtant, malgré cela, MYZ a réussi à changer légalement de nom par acte officiel pour devenir Mohamed Alaya et il a fui le pays sous le nez du Military Intelligence, 5 voyageant en Turquie quelque temps après, janvier 2012, avant de traverser la frontière sud de la Turquie pour entrer en Syrie. Cela a sans doute été facilité ou aidé par des contacts du réseau extrémiste islamiste de Londres. En contactant sa famille et ses amis, il a dit avoir rejoint une organisation humanitaire aidant en Turquie. Cependant, cela ne pouvait pas être plus éloigné de l'horrible vérité. Fait étonnant, les Beatles étaient le surnom donné par les otages occidentaux à Daesh durant leur règne en Syrie. Cela permettait de distinguer 4 djihadistes britanniques de l'État islamique, membres d'une cellule terroriste. Le groupe était impliqué dans la détention, la torture et l'exécution de civils innocents, parmi lesquels des journalistes et des travailleurs humanitaires. Surnommés de façon informelle d'après les membres du groupe britannique des années 1960, John, Paul, George et Ringo, en réalité, ils étaient les suivants. Alexandre Aymon. Côté, où George était un citoyen britannique de 31 ans originaire de Westminster, à Londres. Il avait auparavant vendu de la drogue et commis de petits vols dans sa ville natale avant d'être radicalisé. Capturé par les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ou forces démocratiques syriennes en 2018, Côté a été extradé vers les États-Unis en 2020 et en 2022, il a plaidé coupable à de multiples chefs d'accusation, dont la prise d'otage et la conspiration en vue de commettre un meurtre. Il a été condamné à la prison à vie dans un pénitencier de haute sécurité, où il réside aujourd'hui. Ensuite, bien qu'il y ait une certaine confusion concernant les surnoms, on pense que Ringo était El Shafi El Cher, un citoyen britannique de 26 ans, un émigrant soudanais qui a quitté Londres pour la Syrie à un moment donné, après 2010, avec sa femme canado-éthiopienne. Il a été capturé avec Côté le 24 janvier 2018, alors qu'il était déguisé en réfugié civil. El Cher a également été condamné à 8 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le troisième djihadiste, connu sous le nom de Paul, était également un ressortissant britannique et, comme Côté, avait déjà été condamné dans l'ouest de Londres pour des infractions liées à la drogue et aux armes à feu. Aine Leslie Davis, 31 ans, est arrivé en Syrie en juillet 2013 et bien qu'il ait joué un rôle mineur dans la cellule, il a été arrêté par les autorités turques en 2015 pour des accusations de terrorisme avant d'être expulsé vers le Royaume-Uni en août 2022 et en 2023, il a été condamné à 8 ans de prison.
Parmi les 23 otages occidentaux, ceux qui ont eu la chance de survivre à la captivité aux mains de la cellule ont raconté des actes horribles de cruauté, de torture et de sadisme commis par les djihadistes, les qualifiant de pires de leurs ravisseurs de l'État islamique en raison de leur brutalité excessive. Les djihadistes, je cite, disaient de gagner assez d'argent pour prendre leur retraite au Koweït ou au Qatar. Chaque fois que les Beatles apparaissaient, il y avait une forme de passage à tabac ou de torture. Fin de citation. Cela prenait souvent la forme d'agressions prolongées, de décharges, de tasers, de simulacres de noyades, de fausses exécutions et même d'une fausse crucifixion d'un otage américain. Emprisonné dans de minuscules cellules insalubres, quelque part à l'ouest de Raqqa, en Syrie, à un moment donné, les violences et la brutalité des Beatles étaient si sauvages que les commandants de Daesh ont même retiré les 4 djihadistes de leur fonction de gardiens. Au plus fort de la brutalité de l'État islamique, ces 4 djihadistes britanniques sont apparus dans une série de vidéos montrant la décapitation de certains des otages occidentaux qu'ils avaient détenus. Filmées et diffusées par Daesh à des fins de propagande, ces vidéos ont suscité une condamnation internationale et mis en lumière le sort des ressortissants étrangers innocents qui avaient été enlevés alors qu'ils effectuaient des missions humanitaires, journalistiques ou contractuelles en Syrie et en Irak. Encore une fois, les vidéos de décapitation de Daesh sont extrêmement choquantes. Merci de ne pas les regarder en ligne. Merci. James Foley, un journaliste américain de 40 ans dont la vie et le travail incarnaient un engagement envers la recherche de la vérité dans certaines des régions les plus dangereuses du monde, a été la première victime connue de Jihadi John. Né le 18 octobre 1973 dans l'Illinois, aux États-Unis, de Diane et John Foley, James était l'aîné de 5 enfants, élevé dans une famille profondément religieuse et tourné vers la communauté, des valeurs qui allaient fortement influencer le travail humanitaire de Foley plus tard. Avant le journalisme, Foley avait enseigné pour Teach for America et donné des cours de lecture et d'écriture en prison, une expérience qui a renforcé son empathie envers les personnes marginalisées. Et en 2012, il était un correspondant de guerre expérimenté qui avait déjà couvert l'Irak, l'Afghanistan et la Libye. Avant son enlèvement, il avait déjà été emprisonné par les forces pro-Kadhafi en Libye pendant 44 jours éprouvants, mais c'est alors qu'il travaillait pour le média américain Global Post et l'agence de presse française Agence France Presse qu'il a été enlevé dans le nord de la Syrie le 22 novembre 2012 aux côtés du journaliste britannique John Cantley. Détenu en captivité par Daesh pendant près de 2 ans, ses compagnons de captivité ont plus tard décrit Foley comme une source de force et de réconfort, essayant souvent de remonter le moral des prisonniers par la prière et la conversation, malgré le fait qu'il soit souvent la principale cible de la brutalité de la cellule en raison de sa nationalité. Pendant cette période, Daesh a exigé de la famille de Foley, de Global Post et du gouvernement de Barack Obama 132 millions pour sa libération, une rançon exorbitante sans aucune chance réaliste d'être payée. Tragiquement, le 19 août 2014, Daesh a publié en ligne une vidéo intitulée « Un message à l'Amérique », montrant la décapitation de James Foley par Mohamed Emwazi, vêtu de noir et brandissant une lame tout en menaçant d'assassiner d'autres otages si les États-Unis ne mettaient pas fin à leurs frappes aériennes en Irak. La seconde victime, Stefan Sotloff, journaliste américano-israélien de 31 ans, avait travaillé comme pigiste pour de grands médias tels que Team et Foreign Policy et était reconnu pour sa compréhension nuancée de la politique du Moyen-Orient. Sotloff est entré en Syrie en 2013 après un voyage en Israël, mais il a été capturé à Alep le 4 août dans ce qui est considéré comme une trahison interne de la part de ceux qui étaient chargés de le faire entrer dans le pays. Le patrimoine juif de Sotloff et sa citoyenneté israélienne ont été cachés durant sa captivité, de peur d'aggraver sa situation.
Un peu plus d'un an plus tard, le 2 septembre 2014, Emwazi est de nouveau apparu à l'écran dans la vidéo intitulée « Un second message à l'Amérique », dans laquelle, avant de décapiter Steven Sotloff, il a proclamé, je cite, « La politique étrangère arrogante envers l'État islamique, c'est-à-dire celle d'Obama, insistance à poursuivre les bombardements à Amurli, Zama et sur le barrage de Mossoul. Toi, Obama, par tes actions, tu as encore une fois tué un autre citoyen américain. Alors, tout comme tes missiles continuent de frapper notre peuple, notre couteau continuera de frapper la gorge de ton peuple. » Fin de citation. 2 ressortissants britanniques sont devenus les prochaines victimes horribles d'Emwazi. David Haines, 44 ans, et Alan Henning, 47 ans, 2 humanitaires fournissant aide médicale et nourriture aux civils syriens en détresse. Haines a été enlevé près de la frontière turque en mars 2013, suivi de l'enlèvement de Henning en décembre à Alep. Père de 2 enfants, Haines avait auparavant servi dans la Royal Air Force avant de commencer son travail humanitaire en 1999, travaillant pour plusieurs organisations humanitaires venant en aide aux personnes déplacées en Yougoslavie, en Afrique centrale, en Libye, au Soudan du Sud et en Syrie, en collaboration avec des groupes tels que Agence d'aide à la coopération technique et au développement et Non-Violent Peace Force. Touché par la crise des réfugiés syriens. Henning, ancien chauffeur de taxi de Salford et également père de 2 enfants, avait rejoint une organisation humanitaire en tant que conducteur d'ambulance d'urgence lorsque, le 26 décembre, leur convoi a été attaqué par des combattants de Daesh. En diffusant la vidéo de l'exécution de Haines le 13 septembre 2014, similaire à Foley et Sotloff, il a été forcé de réciter un discours de propagande de Daesh préécrit, avant qu'Emwazi, à nouveau vêtu de noir de la tête aux pieds, ne proclame « Naïga, si vous, David Cameron, insistez pour combattre l'État islamique, alors vous, comme votre maître Obama, aurez le sang de votre peuple sur les mains. » Fin de citation. Une vidéo du meurtre de Henning est apparue en ligne le 3 octobre 2014. La dernière victime d'Emwazi, Peter Kassig, un travailleur humanitaire américain de 26 ans, était le fondateur de Special Emergency Response and Assistance ou Special Emergency Response and Assistance, une organisation non gouvernementale qui distribuait de la nourriture, des vêtements, des fournitures de médicales et de l'aide dans des camps au Liban et en Syrie. Capturé par Daesh le 1er octobre 2013, Kassig s'est converti à l'islam pendant sa captivité aux côtés de John Cantley et de l'otage français Nicolas, qui a eu la chance de survivre. Adoptant le nom d'Abdul Rahman Kassig, ses parents ont souligné que cette conversion à la foi n'avait pas été forcée et qu'il y pensait depuis un certain temps déjà. Daesh a publié la vidéo finale le 16 novembre 2014, portant désormais à 5 le nombre de victimes aux mains d'Emwazi. Surnommé Jihadi John par la presse, Emwazi posait un défi majeur aux agences de contre-terrorisme et de renseignement, dont le Military Intelligence, 5 le Military Intelligence, 6 le Government Communications Headquarters et Scotland Yard britannique, mais aussi le FBI, la CIA et la National Security Agency américain. Bien que son visage soit dissimulé et que seuls ses yeux soient assez visibles, l'accent britannique d'Emwazi était le point de départ évident. Associé aux données générales recueillies à partir des vidéos d'exécution, notamment la taille, la corpulence et tout indice géographique offert par le décor. Dans les vidéos, Emwazi apparaît portant un étui d'épaule en cuir avec un pistolet placé sous son aisselle gauche, ce qui indique généralement une personne droitière. Pourtant, dans toutes les séquences, on le voit manier le couteau de la main gauche, un détail qui a intrigué les analystes. En utilisant des techniques d'enquête méticuleuses, les agences de renseignement ont recueilli des informations importantes dans leur chasse aux meurtriers insaisissables. Cela inclut les éléments suivants. Le renseignement humain, ou Human Intelligence, et la collecte d'informations provenant de sources humaines. La collecte peut être effectuée ouvertement, comme lorsque les agences interrogeaient des témoins ou des suspects.
ou elle peut être réalisée par des moyens clandestins ou secrets ou par l'espionnage. Le renseignement d'origine électromagnétique ou renseignement d'origine électromagnétique fait référence aux transmissions électroniques qui peuvent être collectées par des navires, des avions, des sites satellites terrestres ou des satellites, souvent par l'interception de communications entre deux parties. Le renseignement photographique, ou photographic intelligence, est produit grâce à une intégration d'images, de renseignements d'imagerie et d'informations géospatiales, souvent collectées par des satellites de haute technologie et analysées pour leurs valeurs topographiques, stratégiques ou tactiques. Et le renseignement de sources ouvertes, ou Open Source Intelligence, fait référence à un large éventail d'informations et de sources généralement accessibles, y compris les informations obtenues des médias, des journaux, de la radio, de la télévision, des documents professionnels et universitaires, des articles, des conférences, des associations professionnelles et d'autres données publiques, des rapports gouvernementaux, des données démographiques, des auditions, des discours, etc. Toutes les agences impliquées se seraient appuyées sur au moins une, voire toutes ces formes de renseignements comme l'analyse du décor désertique des vidéos d'exécution pour des données topographiques, l'intégration de logiciels de reconnaissance vocale avec des appels téléphoniques ou radio interceptés, l'exploitation de données de recensement gouvernemental ou de données biométriques et la collecte de renseignements en face à face sur le terrain en Syrie auprès de sources, d'informateurs ou d'agents des agences. Le 26 février 2015, Swad Mekenneth et Adam Goldman, tous deux journalistes d'investigation pour le Washington Post, ont publiquement identifié Jihadi John comme étant Mohamed Emwazi. Cependant, son identité était déjà connue du gouvernement britannique dès septembre de l'année précédente, avant même que Henning Ukassig n'ait été assassiné. Le père d'Emwazi, Jassim, a d'abord nié l'implication de son fils et a même accusé le gouvernement britannique de l'avoir radicalisé à cause de leur surveillance et harcèlement répétés. Cependant, il a ensuite admis que l'homme dans les vidéos était probablement son fils, le qualifiant avec honte, je cite, de chien, d'animal et de terroriste, fin de citation. La famille s'est vite retirée de la vie publique, subissant une forte pression médiatique et une stigmatisation avec des rapports contradictoires sur son emplacement et ses convictions. Certains ont affirmé que la famille était retournée au Koweït, où elle a été interrogée et reste surveillée par les autorités. Quoi qu'il en soit, les services de renseignement occidentaux allaient bientôt s'abattre sur Jihadi John. Le 12 novembre 2015, un drone britannique et 2 drones américains ou véhicules aériens sans pilote volant à des milliers de pieds au-dessus de Raqqa, en Syrie, ont largué leur charge d'explosifs. Selon eux, ils ont évaporé Emwazi et 3 autres membres de l'État islamique alors qu'ils quittaient un bâtiment pour rejoindre une voiture. On pourrait dire qu'à partir du moment où le jeune Mohamed Emwazi, autrefois ambitieux, attentionné et d'une timidité maladive, a mis le pied sur le chemin de la radicalisation et finalement du djihad. Dans ses propres mots, il était devenu un homme mort en sursis.